Bon, bonjour à tous. Alors, vous ne me voyez sans doute pas, mais c'est parce que je n'ai pas envie de mettre la caméra en sens miroir, vu que j'avais l'intention de vous montrer quelques bricoles. Alors, pour les secondes 1, 5 et 6 au IB, il s'agit aujourd'hui de faire un petit cours sur le nombre et le vieillissement en France. Vous savez qu'en géographie, on a commencé à étudier le nombre et le vieillissement, et maintenant, on doit terminer par une étude de cas. Alors, vous avez un questionnaire en ligne, un formulaire pour être plus exact, qui vous est diffusé toutes les semaines. Normalement, il est mis en ligne le mercredi pour être fait et rendu le mardi à minuit. Alors, ce serait bien, je vois Dorian qui me dit bonjour, c'est sympathique, mais que vous essayiez de répondre en réfléchissant un petit peu aux questions, parce que ce ne sont pas très dures, hein. Et évidemment, le but principal des formulaires, c'est de rester en contact les uns avec les autres, on est d'accord, mais il faut quand même essayer de ne pas des choses inexactes. Alors, dans le formulaire de la semaine, je vous avais demandé de comparer deux cartes, celle-ci, qui se trouve donc page 180, et celle-là, qui se trouve page 181. Et je rappelle à tout le monde que si vous n'avez pas votre manuel à la maison, je veux dire, il est tout à fait possible de regarder votre manuel numérique qui est tout à fait facile d'accès, hein, puisque vous avez un lien dans notre site internet, dans notre cahier de texte et chez Alaya, un lien qui vous permettra de trouver assez facilement la référence pour aller jusqu'au manuel. Alors écoutez, je vais me contenter avec vous de faire quelque chose d'un peu court sur l'exploitation de ces deux cartes et puis de lancer quelques pistes pour la suite du cours la semaine prochaine peut-être. Alors pour les 6, on va continuer en géographie, on va approfondir la question, et pour les secondes 1 et 5, on arrêtera la géographie assez rapidement parce que j'aimerais que nous terminions le chapitre d'histoire. On a laissé George Washington et le marquis de Lafayette en rade, et ce serait quand même peut-être bien de conclure le chapitre sur la Révolution anglaise et son influence avant d'être obligé de les reporter pendant de très longues semaines peut-être. Alors donc là on en est dans le tronc commun entre les secondes 1, 5 et 6, mais d'ici une semaine ou deux, je continuerai la géographie peut-être à cette heure-ci, à 15 heures avec les secondes 6, et pour les secondes 1 et 5, je mettrai la vidéo sans doute plus tard, soit le lundi en fin de journée, soit le mardi matin, peut-être en fonction des heures qui... Que vous n'êtes pas obligé du tout de regarder la vidéo en direct, hein. Ça avait amusé beaucoup d'élèves qui avaient réclamé simplement parce qu'ils venaient dire bonjour. Mais bon, a priori, le fait d'évoquer les réseaux sociaux, ça fait peur aux gens. Donc, on ne va pas faire d'appel à la population à se connecter en direct. Vous pouvez regarder les vidéos avec un différé, hein. C'est pas du tout compliqué. Vous pouvez regarder ce différé euh, sur publié dans le website Etchealaya. Je vous rappelle que sur Pronote, il y a un lien qui vous permet d'aller sur Etchealaya, et que sur Etchealaya, vous avez un cahier de texte en images un peu plus interactif où il y a la trace écrite, et également sources diverses et variées, dont les capsules vidéo que je suis en train de faire ces jours-ci. Alors, j'avais dit que vous pourriez gribouiller aujourd'hui, faire un petit schéma. Alors, je vous montre comment c'est possible de prendre une carte de France, la voici, et de répondre aux questions qui vous étaient posées aujourd'hui, enfin qui vous sont posées dans le formulaire que vous êtes normalement en train de résoudre. Alors, vous voyez que quand on regarde le territoire français tel qu'il est ici, et qu'on le compare aux deux cartes qui sont dans le livre, il est assez aisé de repérer que la population française, en rouge sur la carte, n'occupait pas tout le territoire. Elle est assez mal répartie, la population. Alors on parle du nombre des habitants. Il y a 60 et quelques millions de Français.
et je pense qu'on va essayer de regarder la structure interne de la population avec les secondes 6, parce qu'on a plus de temps qu'avec les secondes 1 et 5. Mais déjà, on peut regarder comment est-ce que la population... Alors, je donne une formule qui n'est pas de moi. On décrit souvent la population française comme étant un peuplement périphérique, parce que les gens habitent le long de la frontière du nord-est, par exemple, le long du littoral, comme ça, le long des Alpes. Bref, la population de la France campe aux frontières, elle est répartie en périphérie, sauf qu'à l'intérieur, il y a deux noyaux, très gros, hein, Paris et Lyon, qui sont reliés à la périphérie. Parce qu'entre Paris et Lille, le long de l'Oise et de l'Aisne, il y a une zone très dense. Entre Paris et Rouen, il y a une zone très dense. Entre Lyon et Marseille, une zone très dense. Entre Lyon et la Savoie, une zone dense également. Alors, vous voyez que cette situation-là est assez facile à repérer sur une carte et assez connue. Le fait que la population de la France soit mal répartie, eh bien, vous en rendez compte en quittant l'agglomération de Bayonne pour aller à Bordeaux. Parce qu'entre Bayonne et Bordeaux, vous allez traverser les Landes par un itinéraire où quasiment vous ne verrez aucune ville. De toutes petites agglomérations, mais aucune ville. Il y a beaucoup de régions qui sont un peu vides en France. Alors, justement, il faut peut-être expliquer. Alors, plusieurs choses. D'abord, quand vous voulez dire que la population est ici ou ailleurs, la façon dont la population s'inscrit dans l'espace, on appelle ça le peuplement. Donc, si vous dites que la population française est âgée, vous avez raison. Si vous dites que la population française est périphérique, ça ne veut rien dire. Donc, la population, c'est les gens, les habitants, donc des hommes et des femmes à tous les âges de la vie qui vivent ensemble, normalement sur un même territoire, mais pas forcément s'il s'agit de nomades, hein, de gens du voyage. Donc vous avez une population, c'est un effectif, un groupe de gens. Le peuplement, c'est la manière dont ce groupe de gens occupe l'espace. Alors vous voyez ici, en France, le peuplement est surtout périphérique, avec deux grosses agglomérations et une zone vide au milieu, ce qu'on voit ici. Donc il est évident que si on comparait les deux cartes, on constatait non seulement qu'il y a une France vide et une France remplie, mais également, je ne sais pas si c'est clair pour vous, que la zone vide est aussi la zone qui actuellement est la moins dynamique et vieillit le plus, perd le plus d'habitants. Donc en gros, il y a des contrastes entre des régions pleines et des régions vides. Ces contrastes vont se renforcer, parce que les régions vides sont en train de se vider, les régions pleines continuent à grossir. Donc on a une répartition de la population en France qui est très inégale. Il faudrait dire que le peuplement est mal réparti. Il y a un terme en géographie pour dire ça, le peuplement est mal réparti. On dira qu'il est discontinu. Donc le peuplement de la France est discontinu. Et quand on parle de ville ou de désert en géographie, on ne parle pas de régions absolument inhabitées, mais de régions dont la population est très très mal répartie et dont l'effectif globalement est faible. Alors, la France est-elle un désert? Dans les années 50, il y a un géographe qui avait fait passer à la mode une formule disant que la France était Paris et le désert français. C'est sûrement très exagéré, mais en tout cas, la population est mal répartie. Et ce n'est pas péjoratif. Quand on dit mal répartie, ça veut dire inégalement répartie. Donc, cette population inégalement répartie dans l'espace, c'est un cas très facile, très connu, quand on veut citer un exemple de population comme ça, occupant son espace d'une manière très contrastée, on peut citer la France. Donc c'est un peuplement discontinu. Alors j'en reviens à l'Hexagone. Vous aviez des informations sur les territoires d'outre-mer, certains les ont bien exploités. Évidemment, il y a aussi des informations sur la Corse. Mais vous voyez que si on fait un trait entre Dunkerque, Strasbourg ou la Haute-Herbourg qui est sa frontière, Menton ou Nice, Banyuls ou Perpignan, Hendaye ou Bayonne, et puis Brest, on observe une forme géométrique à six côtés, ce qu'on appelle un hexagone. Donc très souvent, je vais vous le montrer là-dessus, on va dessiner, oui, un hexagone pour représenter la France. Et quand vous regardez bien cet hexagone, il y a donc une zone ici qui est relativement inhabitée.
Alors, il y a quand même des grandes villes comme Troyes, Clermont-Ferrand, Aurillac et Bourges, c'est plus petit, mais il y a Toulouse aussi, dans cette zone qui est un peu vide. Mais comme elle est un peu vide, et beaucoup plus vide, et beaucoup plus vieillissante que le reste de la France, on l'a appelée, un peu par dérision, c'est une blague, hein, la diagonale aride, ou la diagonale du vide. Ça veut pas dire que c'est un désert, mais c'est sensiblement plus vide que le reste de la France. Vous voyez, entre Hendaye et Bordeaux, si vous traversez les Landes, vous avez l'impression que c'est une région un peu vide. Donc on parlera de diagonale vide. Il faudrait le mettre entre guillemets. Les géographes savent ni vide ni complètement aride, bien sûr, hein. Mais c'est justement pour souligner qu'il n'y a pas d'explication géographique évidente pourquoi cette région-là de France est plus vide que le reste du pays. C'est un peu mystérieux. C'est pas dû à des obstacles, voyez, du relief ou à des obstacles du climat. Alors, une question qui vous était posée, c'était de repérer les limites exactes de cette diagonale aride. Alors, c'est difficile de le faire à partir du schéma. Il faut que vous alliez vous renseigner dans un livre de géographie, par exemple, ou sur Wikipédia, pour constater que généralement, voilà, cette diagonale aride, on la décrit comme euh, délimitée par deux lignes imaginaires, une ligne Charleville-Mézières-Bayonne, Bordeaux, ça revient au même. Ça veut dire qu'ici, la France du Nord-Ouest, qui est très peuplée, et puis ici, une France médiane, qui est beaucoup plus vide, et puis une deuxième ligne qui fait Thionville-Perpignan. On est là quelque part dans la Meuse, hein, en Lorraine, et là on est en Catalogne. Il est clair que là, vous avez une France de l'Est qui est très peuplée, la France médiane l'est moins. Ici et là, vous avez la France industrielle, urbaine, euh, relativement dynamique, avec une population jeune, donc des naissances, même s'il y a peu de naissances par femme, si vous voulez, il y a de toute façon une population jeune et une natalité plus forte que dans cette zone où la population est vieillissante et puis où elle est beaucoup moins dense. La densité de la France, c'est à peu près 100 habitants au kilomètre carré, hein, mais ça ne veut rien dire. Là, ici, on est au-dessus, là, on est en dessous. Quand vous êtes dans une ville, vous êtes très largement au-dessus. Quand vous êtes à la campagne, beaucoup moins. Le diagonale du vide, et donc cette zone médiane qui prend en écharpe le territoire français et qui est à la fois plus vieille, la population qui l'habite est plus vieille, et moins dynamique, c'est-à-dire qu'il y a moins de naissances, évidemment, dans cette région. La fécondité a tendance de toute façon à y être amortie. Il y a peu de dynamisme économique aussi. Alors je vous ai fait une ligne ici discontinue parce que vous observez, puisque vous êtes des Pyrénéens quasiment, qu'au sud de Toulouse, et Toulouse elle-même est une exception aussi, la diagonale aride perd de sa réalité. C'est-à-dire que vous avez là tout un chapelet de villes. Alors Pau, mais ensuite vous avez Tarbes, donc Bayonne, Pau, Tarbes, Toulouse ici, et on arrive à Perpignan là, qui ne s'étiolent pas spécialement, qui sont plutôt attractives. Donc la diagonale aride se terminerait en gros avant le Piémont pyrénéen, qui est occupé et relativement moins déprimé que cette région-là. Donc vous voyez que vous prenez un pays très développé, la France est la quatrième, la cinquième, la sixième puissance économique mondiale, suivant le critère que vous allez choisir, le commerce, le PIB, des choses comme ça. Eh bien, même un pays développé comme la France connaît des inégalités territoriales. On appelle ça en géographie des contrastes. Si vous voulez, tout ce qui se cartographie, qui montrait des inégalités dans l'espace, on appellera ça des contrastes ou des disparités. Le terme disparité renvoie plus aux mathématiques, hein, au fait qu'il y ait des régions fortes, des régions pas fortes, des régions positives et des régions négatives. Ici, c'était le cas, hein, en vert, des régions qui gagnent des habitants, en mauve, des régions qui en perdent. Alors, à cet égard, je vous ferai une petite remarque, c'est pas un reproche, mais voilà, un raccourci que vous faites souvent. Vous avez tendance à considérer que les régions qui se vident, c'est parce que leurs habitants s'en vont, et que les régions qui se remplissent, c'est parce que des gens d'ailleurs s'y installent. Alors c'est pas totalement faux, mais c'est un peu un raccourci. Alors peut-être qu'au Pays Basque, on est tellement obsédé par les migrations au moins saisonnières de touristes qu'on n'imagine pas qu'il y a un autre moyen de gagner des habitants, c'est de faire des enfants. Donc dans la France verte qui est ici, il y a évidemment des régions qui gagnent beaucoup d'habitants, venus notamment de ces zones mauves, mais il y en a qui sont fortes parce que tout simplement, elles gagnent des habitants, parce que la population locale fait plus d'enfants qu'il n'y a de décès. Alors vous voyez, par exemple, je ne crois pas que le Nord-Pas-de-Calais soit une région très très attractive. Il y a plus de gens du Nord et du Pas-de-Calais qui quittent ces deux départements
pour le reste de la France que le contraire, mais vous voyez que la région est encore globalement assez verte. C'est-à-dire que la population locale a tendance à avoir plus d'enfants qu'ailleurs. Alors pour quelle raison? On pourrait émettre des hypothèses, essayer de vérifier. Hein. Est-ce que c'est culturel? C'est-à-dire qu'il y a une population qui fait plus d'enfants ici que là, parce que par exemple on se marie plus tôt, des choses comme ça, ou bien simplement c'est structurel, parce qu'ici par exemple on est dans le vert foncé parce qu'il y a plus de femmes jeunes, et ici on est dans le rose parce qu'il y a peu de femmes jeunes. En fait il y a un mélange des deux. Et quand on fait de la géographie très très précise, on essaye de voir lequel des facteurs est le plus important selon le territoire qu'on va observer. Alors il y a d'autres disparités en France, et donc c'est le nombre et le vieillissement. Donc on pourrait regarder par exemple l'offre de soins. En plus on est en pleine épidémie comme vous le savez. Et alors j'ai reçu une notification et une carte qui montrait qu'il y avait moins de cas de Covid-19 dans la diagonale du vide. Ça nous arrange puisqu'on est vide. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera épargné par la pandémie, simplement qu'elle arrivera un peu avec le reste du monde. Donc si on prend l'offre de soins, c'est-à-dire le nombre de médecins par habitant, le nombre d'hôpitaux par habitant, on a une carte de la France qui est différente de la carte précédente et qui est assez intéressante, parce que vous remarquerez que si on étudie les zones de France où l'offre de soins est la plus faible, ce n'est pas les campagnes les plus déprimées qu'on va retrouver, mais plutôt certaines banlieues parisiennes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux ni de médecins dans ces régions, mais ça veut dire qu'ils sont en nombre insuffisant compte tenu que la population est très 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 nombreuse. Et donc vous voyez que si on regarde la population médicale ou l'offre de soins, on retrouvera une zone faible qui correspond en gros à la diagonale du vide. Là, vous avez peu de dynamisme économique, les médecins n'ont pas forcément envie de s'installer, la population vieillit, l'offre de soins elle ne suit pas. Ça, c'est le genre de région que les reportages de TF1 vous montrent. Mais en même temps, il y a aussi des régions qui manquent de soignants et d'offres médicales adaptées aux besoins, et qui sont des régions jeunes, peuplées, dynamiques, mais un peu loin des métropoles. Et donc quand une femme accouche par exemple dans une ambulance en France, parce qu'elle n'a pas le temps de gagner une maternité trop éloignée de son domicile, 2 fois sur 3 c'est une francilienne. Et vous voyez, ça on en parle relativement peu. Bon, donc pour ce qui est du vieillissement de la France, je pense que on peut conclure en regardant tout simplement la carte des plus de 65 ans. Et alors, je vous demanderai peut-être d'essayer d'y réfléchir. C'est la carte qui se trouve page 185 pour me dire finalement quelles explications vous trouvez à cette répartition du peuplement des seniors. On dira les seniors pour ne pas dire les vieux. À partir de 59 ans, on n'est plus adulte mais vieux du point de vue des démographes. Mais comme le terme vieux est souvent vu comme péjoratif, il vaut mieux dire senior. Donc je vous poserai sans doute quelques questions dans un formulaire en fin de semaine sur cette carte pour voir comment vous arriveriez à l'interpréter. Sinon, vous avez peut-être essayé de gribouiller. Donc si vous faites l'hexagone, qui représente donc, effectivement, hein, c'est une manière schématique, c'est pas une carte, c'est un schéma, le territoire français. Alors au nord, par habitude, on met Dunkerque. Alors les Dunkerquois seraient tout à fait surpris, ils vous diraient non, il faut mettre le Francook. Bon bah vous, le Francook, ça vous dit rien. Hein. C'est comme ici, vous allez peut-être mettre Hendaye parce que vous êtes Hendaillé, mais un Parisien va se demander ce que c'est Hendaye. Donc on met Bayonne. Ici, Strasbourg, et pas Lauterbourg. Là, Nice, plutôt que Menton. Là, Brest. Et ici, Perpignan. Voilà les 6 points de l'hexagone français. Donc si on dessine un hexagone, on peut, à l'intérieur de cet hexagone, figurer un peu tout ce qui est important en France. Alors je vous propose de mettre avec des hachures les régions denses. Vous voyez, c'est simple dans le cas de la France. Les régions denses, c'est toutes les frontières et tous les littoraux. Comme si la population française était une population de soldats, une garnison qui vérifiait que le pays est bien gardé. Il y a aussi une importante concentration de population autour de Paris et de Lyon.
et puis le long d'axes qui sont des axes fluviaux en général. Alors vous voyez que cet axe-là n'est pas du tout bien placé, il devrait être ici, vers Lille et pas vers Rouen. Donc là, il faudrait mettre du blanco, parce que ça n'est pas joli. D'où l'intérêt, vous voyez, d'utiliser un crayon quand on fait, on va dire, un coloriage quelconque, parce que là, ça n'est pas terrible de se tromper. Alors, peut-être que si j'ai le courage et le temps, je vous le ferai sous forme de diaporama, comme ça ce sera plus joli. Et vous voyez que il serait intéressant que vous essayiez d'ajouter sur cette carte, enfin sur ce schéma, des informations relatives au vieillissement de la France. Donc vous prenez la carte de la page 185, il y a les informations qui sont dessus, et vous essayez de voir dans quelle mesure on peut ajouter sur cette carte, facilement ou non, des informations sur la population vieillissante de la France. Alors attention, je mets du blanc ici. Il ne faut pas faire pire que mieux, parce que je n'ai pas fait. Voilà. Allez, si je fais ça comme ça, tac, tac, tac. Là, on a la carte. Voilà. On a le schéma de la France et de son peuplement. Et ça marche. D'accord ? Alors, vous voyez, on pourra ajouter avec un figuré coloré, par exemple, les régions les plus vieilles. Et ensuite, essayer d'expliquer pourquoi certaines régions sont vieilles, pourquoi d'autres ne le sont pas ou le sont moins. Et il y a deux questions qui se posent après. C'est comment, évidemment, on peut expliquer les disparités. Ensuite, quels sont les problèmes que posent ces disparités. Ça, c'est de la géographie. La troisième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour gommer les inégalités territoriales, pour réduire la fracture, comme on dit, entre tel et tel territoire, mais ça devient politique. Oui, on peut faire une carte d'à peu près ce qu'on veut, par exemple, les bonnes connexions à Internet, on aura un fossé numérique territorial qui va apparaître là aussi. Alors, dans votre programme, c'est juste le nombre et le vieillissement qui nous intéressent. Donc, vous voyez que peut-être se poser la question de la France est-elle plus vieille ou moins vieille que ses voisins, et où sont les vieux en France, pourquoi ils habitent certaines régions et pas d'autres. Là, ce serait intéressant. Alors, il y a des régions où il n'y a pas de vieux, parce que, évidemment, ceux qui ont de l'argent et qui vieillissent dans ces régions-là n'y restent pas, mais aussi parce qu'on meurt plus jeune. Et donc, vous voyez que les inégalités territoriales, ça renvoie à des inégalités sociales assez graves de vie en France, selon, évidemment, l'endroit où on est, encore moins selon le métier qu'on fait. Bien, je vous laisse méditer tout ça. Je mettrai un petit résumé de notre propos de ce matin dans la trace écrite sur le cahier de texte. Et je vous invite à réfléchir donc à la carte de la page 185, puisque vous aurez une question ou deux dans le formulaire que je donnerai jeudi prochain à faire pour le mercredi suivant. Bien, et donc je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris le système, toutes les semaines, vous avez une vidéo qui sera encapsulée dans le cahier de texte dans la journée du lundi en général, je pense. Une trace écrite qui devrait être publiée sans doute le même jour ou le mardi ou le mercredi au pire. Donc chaque semaine, une vidéo et une petite trace écrite. Et puis un questionnaire, un formulaire en tout cas, donné le jeudi pour le mercredi. Alors il y a 4 ou 5 petites questions qui servent à voir si vous participez au téléenseignement. Et surtout, c'est un moyen de vous rappeler les consignes, de vous dire qu'est-ce. Bon, écoutez, vous êtes sans doute un peu désœuvré pendant votre période de confinement. Si j'étais vous, j'essaierais de reprendre mes cahiers d'histoire, de géo, d'éducation civique et de mettre au moins les cours d'histoire avec les cours d'histoire, les cours de géo avec les cours de géo, et dans le bon ordre. Parce que franchement, vous n'êtes pas tous égaux entre vous à ce sujet. Autant il y a des élèves qui ont des cahiers ou des classeurs très bien tenus et très clairs et très complets, autant pour d'autres, non seulement il n'y a pas grand-chose comme prise de notes, mais alors c'est dans un désordre tout à fait catastrophique. Alors, si vous avez un peu de temps devant vous, profitez pour ranger tout ça. Bon, je vous souhaite de ne pas tomber malade et de ne pas trop vous ennuyer. À plus tard. Au revoir.